Bonsoir à vous. Je suis ravie de vous accueillir pour cette conférence où on va aborder la question de l'homosexualité sous un angle un peu différent, puisqu'on va l'aborder à partir des discours et des oppositions à cette question avec notre conférencier, David Pasternotte, qui enseigne la sociologie à l'ULB, qui a publié divers ouvrages sur la question gay sous un angle ou sous un autre, qui est vraiment au cœur de ses recherches. Je vous cite un ouvrage en français, « Revendiquer le mariage gay », qui a été publié en 2011. Et cette année, il co-dirige un ouvrage qui va paraître, mais en anglais, il publie plus souvent en anglais, « Anti-Gender Campaigns in Europe, Mobilizing Against Equality ». Voilà. Je lui cède tout de suite la parole, comme ça on aura aussi du temps pour la discussion tout de suite après. Voilà, merci beaucoup. N'hésitez pas aussi à poser des questions ou à intervenir s'il y a des choses... Après, je crois que ça vaut comme mieux. vous souhaitez. Mais sinon, s'il y a des questions de compréhension, en tout cas, peut-être, alors là, c'est peut-être... Enfin, il ne faut pas avoir peur de poser la question. Et donc, un grand merci pour l'invitation. Donc, ce que je ferai aujourd'hui, c'est un peu vous donner un avant-goût, notamment de ce qui sera dans cet ouvrage, puisque, comme je reviendrai dans un instant, à partir de ce qui s'est passé en France avec la Manif pour tous, je me suis mis à travailler avec un certain nombre de collègues sur ces différents mouvements d'opposition qui ont surpris beaucoup de gens, et d'essayer de comprendre ce qui se passait, qu'est-ce qu'il y avait derrière, comment c'était organisé. Et notamment ce qui se passe, ce qu'on a fait dans l'ouvrage, c'est qu'on a pu réunir pendant les 2 dernières années des collègues de 12 pays en Europe. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé quels étaient ces mouvements, à quoi ils ressemblaient, comment ils s'organisaient dans les différents pays d'Europe. Donc on a, voilà. En tout cas, l'Europe, vous verrez, c'est essentiellement, ça concerne l'Europe catholique et l'Europe orthodoxe. Donc, si vous expliquez ces mobilisations anti-genre dans les pays scandinaves, voire même aux Pays-Bas, personne ne sait de quoi on parle. Et ce n'est pas anodin. C'est, je veux dire, si ça se passe notamment dans les pays qui ont une tradition catholique, c'est pour des raisons très, très précises, qui seront au cœur de l'exposé. Et par ailleurs, ça paraîtra peut-être un peu exotique en Belgique, puisque le type de mouvement dont on parle dans le livre est assez minoritaire en Belgique, est assez peu développé, pour un certain nombre de raisons sur lesquelles je ne reviendrai pas dans l'exposé, mais on peut en parler après. Bon, ça, par exemple, c'est le chapitre sur la Belgique dans cet ouvrage que j'ai coécrit avec 2 collègues flamands, où on essaye de comprendre pourquoi ces mouvements ne prennent pas ou n'ont pas pris, pour l'instant en tout cas, en Belgique. Et donc là, je vous ai mis... donc le titre de la conférence a changé beaucoup, donc je vous ai laissé ce dernier titre, mais de toute façon, tous veulent dire la même chose. Donc là, je renvoie à la théorie du genre, donc la théorie du genre dont on nous a abreuvé dans le contexte de la Manif pour tous, donc je reviendrai sur ce que c'est que cette théorie du genre, en mouvement, parce que la question, c'est de savoir comment est-ce que ce discours est devenu un discours mobilisateur qui a amené beaucoup de monde dans les rues et qui donc fait sens pour un certain nombre de personnes. Et en apéritif, si vous voulez, là vous avez la représentation, la caricature qu'ont fait un certain nombre de collègues polonaises qui représentent ce que serait cette théorie du genre. Donc ça, c'est un petit peu une représentation de ce que serait cette théorie s'il fallait la représenter graphiquement. Et donc, pour commencer avec des choses que vous connaissez, donc vous vous rappelez sans doute des nombreuses mobilisations contre le mariage pour tous en France, entre 2012 et jusqu'à aujourd'hui, en fait 2016, on pourrait même mettre 2017, mouvement qui est un des plus grands mouvements que la France ait connu au cours de ces 30 dernières années, contre l'ouverture du mariage, l'ouverture de l'adoption aux couples de même sexe, et qui est venu comme une surprise pour beaucoup d'observateurs. C'est-à-dire si tout le monde s'attendait à une opposition, personne ne s'attendait à une opposition aussi massive et aussi longue, avec un mouvement qui s'est maintenu pendant de très nombreuses semaines et qui a continué à mobiliser les gens pendant pas mal de temps. Et pour cet exposé-ci, donc on peut aussi revenir dans la discussion sur pourquoi ce mouvement a eu tant de succès. Je pense que c'est en partie conjoncturel, c'est en partie lié à des phénomènes spécifiques dans le contexte politique français aussi. Mais ici, 2 choses m'intéressent particulièrement. Une chose, c'est un petit peu l'image de l'iceberg qui est venue en surprise. C'est ce glissement qu'il y a eu
très curieusement pour beaucoup de gens, entre la mobilisation contre le mariage entre personnes de même sexe d'une part, et la question d'une certaine théorie du genre, ou en tout cas une insistance sur le genre. Alors c'était qu'à demi une surprise puisque les mêmes acteurs s'étaient déjà mobilisés avant le mariage pour tous sur la question de Manuel par rapport sur la question de l'éducation au genre, à la différence des sexes dans les écoles. Mais on a vu des panneaux, et là les Français ont été assez innovateurs, donc vous voyez là le panneau « On veut du sexe, pas du genre », donc les gens savent qu'il y a une distinction conceptuelle entre sexe et genre, et les gens la mobilisent. Et je pense que les Français ont été les premiers à avoir ce genre de panneaux comment dire, dans les rues et à mobiliser là-dessus. Et vous avez un certain nombre d'affiches que vous avez derrière moi, il y en a beaucoup d'autres, qui revendiquent la différence, comment dire, une vision très classique, pour ne pas dire conservatrice, des différences entre hommes et femmes. Et donc c'était une surprise parce que faire le lien entre ça et la question du mariage entre personnes de même sexe n'est a priori pas évidente. A priori ici on serait plutôt dans le domaine des relations hommes-femmes, pas dans les questions d'homosexualité. Vous savez aussi que si on met des féministes ensemble ou des féministes et des militants LGBT ensemble, une des premières choses qu'ils risquent de faire c'est de se disputer. Et la question des mères porteuses aujourd'hui est un excellent exemple qui montre comment est-ce qu'on a des divisions fortes sur un certain nombre d'enjeux. Et ici par contre on a un discours associé, en nous disant, en fait, le problème du mariage, c'est la théorie du genre qui serait derrière, ou l'idéologie du genre. Et donc ça, c'était une première source d'intrigue importante pour moi et pour un certain nombre de chercheurs avec moi. L'autre source d'intrigue, l'autre source d'étonnement importante, c'était qu'on a eu un mouvement de masse et un mouvement qui dure. Et là, je vous ai mis quelques images récentes, notamment pour la mobilisation de la dernière Manif pour tous au mois d'octobre, qui n'a pas été un franc succès de foule, mais c'est tout à fait logique, parce que maintenir une mobilisation pendant 4 ans, personne ne maintient une mobilisation pendant 4 ans, même pas les syndicats, donc c'est tout à fait logique. Par contre, ce qui est intéressant, et on le sait, et c'est ce que vous voyez avec la caricature de Kroll, c'est qu'aujourd'hui, les soutiens les plus fidèles de François Fillon, par exemple, c'est la Manif pour tous. Et comment dire, la transformation, la traduction politique de la Manif pour tous, qui est Sens commun, qui est un mouvement qui aujourd'hui travaille au sein des Républicains pour pousser les valeurs qui ont inspiré la Manif pour tous. Donc on a aujourd'hui un mouvement très important en France, un mouvement qui dure, et de manière intéressante, un mouvement dont personne n'avait prédit la force quelques années auparavant. C'est-à-dire, il est clair aujourd'hui que n'importe quel candidat à l'élection présidentielle en France à droite doit tenir compte de ce courant. Pas pour dire que ce courant va faire l'élection, mais qu'on peut difficilement gagner à droite sans prendre en compte ces voix-là qui donc représentent un segment important de l'électorat en France et de l'opinion. Et ça, c'est quelque chose qu'il y a 5 ans, personne n'attendait. C'est quelque chose qui est venu comme une véritable surprise. Et par rapport à ça, si on essaye de comprendre ce qui se passe, il y a un certain nombre de collègues qui ont travaillé là-dessus, qui ont essayé de comprendre ce phénomène, en France en tout cas, et aujourd'hui vous avez énormément de publications qui sont en train de sortir là-dessus. Mais je pense qu'il y a 2 écueils, et le projet qu'on a construit, et notamment le livre qui sort et d'autres publications, viennent se construire contre ces 2 écueils. Un écueil, c'est de réduire ce débat à un débat à l'axe gauche-droite. Et donc de dire c'est la droite qui manifeste contre la gauche, ou l'extrême droite, ou la droite extrême, avec toutes les nuances que peuvent prendre ces termes, qui se mobilise contre un combat de gauche. Ça me paraît réducteur, parce que toute la droite n'était pas là-dedans, et toute la gauche n'était pas nécessairement pour le mariage non plus. Donc il y a des divisions à gauche, surtout dans la gauche française, donc on a de réelles oppositions, et le clivage gauche-droite ne s'applique pas, ne superpose pas les gens qui étaient mobilisés contre le mariage. Autre élément qui est important, c'est également ce qu'on appelle le nationalisme méthodologique. Donc ça fait un terme très savant, mais un terme très savant pour dire, c'est un travers dans lequel nos collègues français rentrent très souvent, c'est en gros oublier qu'il y a une planète autour de la France, et donc on explique les phénomènes français par des causes françaises. Et donc on nous explique, c'est à cause de la hausse du chômage, c'est parce que les gens sont inquiets, c'est parce que voilà un certain nombre de phénomènes, sans se rendre compte avant tout que cette mobilisation française est tout sauf une exception française. Il n'y a absolument pas d'exception française, et c'est ce que je ferai dans la première partie de l'exposé, c'est de vous montrer que, en fait, on a une lame de fond qui traverse aujourd'hui un grand nombre de pays d'Europe, et au-delà des pays d'Europe, vous avez peut-être entendu que le référendum sur l'accord de paix en Colombie a en partie été perdu par les partisans de la paix à cause du télescopage entre ce débat sur le genre et le débat sur la paix, dans la mesure où c'était les mêmes acteurs qui s'opposaient à ce qu'ils appellent la théorie du genre d'une part et à la question sur la paix.
Et pas plus tard que la semaine dernière, 1,5 million de personnes ont manifesté à Lima, au Pérou, contre la théorie du genre aussi. Donc on voit que c'est un phénomène qui s'étend, et on verra ce que prépare l'administration Trump. Il est probable que des gens comme son vice-président Mike Pence ou Betsy DeVos, la conseillère à l'éducation, soient aussi dans ce genre de discours. Il y a aussi des points avec les États-Unis. Donc on a un phénomène beaucoup plus large. Et donc, la France, dans ce contexte-là, n'est une exception que dans la mesure où ce mouvement a eu un succès en France que jusqu'à présent, il n'a pas eu ailleurs. Et donc, si on veut essayer de comprendre l'exception, c'est de comprendre pourquoi est-ce que la France, le cas français, a été tellement couronné de succès, alors qu'ailleurs, par exemple en Belgique, ça ne marche pas vraiment. Donc voilà, ça c'est un peu la question. Et donc ce que je ferai dans un second temps après ça, donc après vous montrer le panorama international, c'est essayer de comprendre c'est quoi cette théorie du genre, quel est le lien qui est posé par ces militants entre mariage entre personnes du même sexe, théorie du genre et beaucoup d'autres choses, et d'essayer de comprendre d'où ça vient et comment ce discours se diffuse. Ou c'est quoi cette fameuse théorie du genre dont on a entendu parler énormément. Pas pour dire qu'elle n'existe pas, comme on dit un certain nombre de collègues, parce qu'elle existe dans la tête des gens qui la combattent, sinon ils ne se mobiliseraient pas, mais pour expliquer quelle est sa genèse, faire un petit peu son histoire et expliquer d'où ça vient et ce que ça implique. Et donc, avant de commencer, encore deux remarques importantes. Premièrement, il y avait cette discussion sur comment est-ce qu'on parle de ces mouvements. On n'a pas vraiment de termes clairs aujourd'hui encore dans la littérature. C'est un vrai débat où on est en train de se demander comment qualifier ce type de mouvement. Donc dans le livre, de manière très neutre, on les a appelés mouvements anti-genre parce qu'ils se mobilisent contre le genre, donc c'est purement descriptif. Mais on peut discuter plus globalement. Et une des expressions qu'on trouve beaucoup en France notamment, c'est l'idée de mouvement réactionnaire. Et personnellement, c'est une expression qui, pour des tas de raisons, me paraît problématique, parce que d'une part, elle est dans une logique très binaire, donc on aurait les réactionnaires et les progressistes. C'est quoi les progressistes, c'est quoi les réactionnaires? Analytiquement, c'est très difficile de mettre les gens dans un groupe ou dans un autre. Par ailleurs, derrière ça, surtout, l'opposition entre réactionnaires et progressistes renvoie à un certain nombre d'autres oppositions qui sont très construites idéologiquement. Les réactionnaires, c'est comme les conservateurs, c'est les gens qui défendent le passé, c'est les gens qui défendent le statu quo, les acquis du passé, face aux progressistes qui iraient vers l'avenir. Quand vous voyez cette image choisie par la Manif pour tous, mais qui n'est pas choisie au hasard, ces chaussures renvoient au changement générationnel de ces militants. Donc peut-être ce sont des valeurs du passé, et encore on peut discuter, parce que qui a le droit de définir ce qu'est le passé, ce qu'est l'avenir. Deuxièmement, ce qu'on voit dans ces mouvements, c'est qu'il y a un renouveau générationnel important. Donc ce n'est pas un mouvement de personnes âgées, contrairement à ce que toutes les études sociologiques avaient dit. On a un mouvement qui inclut de très nombreux jeunes, et de jeunes très mobilisés. Donc ça c'est un élément important où je pense que parler de réactionnaires risque de nous mettre des œillères sur ce genre de mouvement. L'autre problème, c'est que souvent, en parlant de réactionnaires et de progressistes, suivant les milieux où on est, en général, mais même au travers des milieux, les réactionnaires sont les mauvais, les progressistes sont les bons, et tout le monde veut être avec les bons et pas avec les mauvais. Et je pense que ce genre de conception, ce genre de lunettes ne nous aide pas à analyser grand-chose. Et donc je pense que c'est bien de s'en débarrasser pour avoir une vision plus complexe. Et face à ça, je pense aussi... On a souvent une vision très binaire, donc on parle de mouvement, contre-mouvement ou réactionnaire, progressiste. Je pense qu'il faut accepter qu'on est dans une logique beaucoup plus multipolaire. Donc je pense qu'on a découvert en Europe particulièrement, il y avait un peu cette idée en Europe, très naïve, qu'on allait nécessairement vers plus de droits pour les femmes ou pour les homosexuels. Alors des gens comme Luc Ferry, quand il était ministre, disait je suis contre le mariage pour les personnes de même sexe, mais c'est le sens de l'histoire, c'est la marche de l'histoire. On découvre maintenant que l'histoire n'a peut-être pas de sens ou n'a peut-être pas de direction, que cette lecture téléologique du futur est problématique et que du coup aussi, d'une part, de quoi sera fait l'avenir, personne ne le sait. Et ce qu'on découvre par ailleurs en Europe, comparé à ce qu'on a aux États-Unis par exemple, où la droite chrétienne est une force politique depuis très longtemps, aujourd'hui en pouvoir avec notamment le vice-président américain, c'est qu'on a des forces en présence qui sont opposés, qui ont des positions différentes et qui vont essayer de définir de quoi ça ferait le futur. Donc de quoi ça ferait le futur, personne ne le sait. Il ne faut pas nécessairement être pessimiste, ça c'est l'autre version, j'ai des collègues qui sont totalement pessimistes, mais on a aujourd'hui un combat qui est un combat de valeurs sur des questions qui sont des questions éthiques et donc des questions qui divisent beaucoup et qui polarisent beaucoup parce que ce sont des conflits de valeurs. Ceci étant dit, il faut aussi faire attention dans l'opposition binaire, il n'y a pas deux camps nécessairement. Il y a énormément de divisions des deux côtés.
Il y a énormément de divisions entre ceux que certains appelleraient les progressistes et ceux que certains appelleraient les réactionnaires. Il y a des tensions, des compétitions pour les mêmes ressources, il y a des conflits sur des choses diverses et variées. Et c'est important aussi de comprendre ces divisions, de comprendre ces tensions. Par exemple, il y a 2 semaines, je suis intervenu au Parlement fédéral dans la conférence parlementaire qui qui précédait la conférence She Decides sur le droit à l'avortement et donc sur le financement des questions d'avortement et de contraception dans la coopération internationale. Le ministre Alexander De Croo est venu faire une conférence pour annoncer que la Belgique allait s'engager, etc., ce que vous avez vu à la télé. Ces propos n'ont pas été bien accueillis par tout le monde autour de la table. Les gens étaient globalement d'accord avec lui, mais il avait une vision très libérale de ce genre de choses. Et d'autres gens avec d'autres options idéologiques, par exemple plus socialistes, ne se retrouvent pas entièrement dans son discours. Donc de nouveau, il n'y a pas 2 camps clairs, il y a des divisions. Et on l'a vu en France, par exemple sur le mariage, la gauche était très divisée, avec les sorties de Lionel Jospin, de son épouse Sylviane Agacinski, de Michel Rocard, contre le mariage pour tous, par exemple. Donc on a un panorama qui est beaucoup plus compliqué que 2 camps. Et je pense qu'il faut sortir de ça pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et donc, si on revient à ces mobilisations, ce qui est important à comprendre, donc si on revient sur le cas français, c'est que les mobilisations françaises, d'une part, ne sont pas les premières. Et ça, c'est ce que vous voyez notamment sur cette image-là. Deuxièmement, elles ne sont pas les plus influentes nécessairement ou celles qui ont eu le plus de succès. Les mobilisations récentes en Italie ont été particulièrement couronnées de succès aussi sur la question du partenariat. Donc, on ne peut pas dire que la France serait le cas ni le premier ni celui qui a le plus de succès. Donc, ce qui joue beaucoup dans le contexte français, je pense, c'est d'une part le statut de la France. C'est-à-dire, si quelque chose se passe en Croatie ou en Slovénie, la probabilité que ça arrive ici est très faible et ça va arriver très déformé. Donc la France, ayant le poids international de la France, ça a un impact important. Deuxièmement, c'est que cela arrive en France avec l'imaginaire de pays des droits de l'homme et de pays de la laïcité, qui je pense doit partir un imaginaire, mais bon, ça on peut en discuter. Ça évidemment, ça a un impact ailleurs. Ça a un impact tant pour les gens qui voudraient s'inspirer de ces mouvements-là, qui se disent, si ça peut fonctionner en France, ça peut fonctionner n'importe où. Si on vous dit que ça fonctionne en Pologne, vous allez dire, oui, bien sûr, c'est la Pologne. Si on vous dit que ça fonctionne en France, vous allez dire, ah bon, peut-être il faut réfléchir. Donc c'est évidemment des caricatures, mais c'est comme ça que ça a été reçu par beaucoup de gens. Et donc, et également pour les gens qui, tout d'un coup, ont pris peur ou se sont demandé, mais qu'est-ce qui se passe là? Il y a quelque chose qu'on n'a pas vu, il y a une lame de fond, il y a un mouvement qui devrait nous amener à réfléchir. Deuxième élément important, c'est la connexion entre les acteurs français et les acteurs étrangers. Les acteurs français sont notamment très connectés aux acteurs aux États-Unis. Certaines des organisations qui sont derrière la Manif pour tous ont des antennes aux États-Unis. Il y a des flux importants entre les 2 pays, c'est-à-dire avec la droite chrétienne aux États-Unis, en grande partie. Et par ailleurs, donc par exemple la Fondation Lejeune, vous connaissez peut-être la Fondation Lejeune, qui est une fondation donc, du professeur Lejeune, qui d'une part était un scientifique qui travaillait sur la trisomie, mais qui est aussi, par exemple, une des personnes qui a beaucoup discuté avec le roi Baudouin sur la question de l'avortement, et la Fondation Lejeune aujourd'hui étant un des principaux bailleurs de fonds contre le droit à l'avortement en France, et un des principaux bailleurs de fonds de la Manif pour tous. Eh bien, la Fondation Lejeune a une antenne aux États-Unis. Et il y a d'autres liens, donc on sait qu'un certain nombre de connexions existent. Par ailleurs, un certain nombre d'acteurs français sont également très connectés au Vatican. On y viendra dans un instant. Un des pères de la théorie du genre, le père et psychanalyste Tony Anatrella, par exemple, est quelqu'un qui passe sa vie à voyager, en tout cas passait jusqu'aux récentes critiques, aux accusations d'attouchement sexuel, très récemment. Le père Anatrella passait sa vie entre le Vatican et la France, et notamment a été l'inspirateur de plusieurs documents du Vatican sur l'homosexualité. Donc on a ces acteurs-là qui sont des acteurs puissants, aussi. Et troisième élément important, et ça je vous montrerai quelques images dans un instant, les acteurs français ont mis beaucoup d'énergie pour essayer de construire un mouvement transnational, pour essayer d'exporter leur mouvement dans d'autres pays. Et donc là je vous montrerai quelques images qui vous montrent cette circulation. Et donc ce qu'on voit aujourd'hui, et vous le verrez avec les images dans quelques instants, on a un certain nombre de mouvements dans un certain nombre de pays qui partagent beaucoup de caractéristiques, qui se ressemblent au niveau des discours. Et je vous présenterai un petit peu c'est quoi, pourquoi est-ce que le genre a quelque chose à voir avec le mariage pour tous, d'une part. Deuxièmement, ils se ressemblent au niveau des stratégies, au niveau de ce qu'on appelle dans le jargon en sociologie le répertoire d'action, c'est-à-dire ce qu'ils font comme mouvement,
comment ils se le mobilisent. Donc ils font des manifestations qui ont souvent un peu le même air, c'est-à-dire on est entre la Gay Pride et le pique-nique familial, avec une image très bon enfant, avec les dominantes de rose et de bleu, avec la musique, avec voilà, c'est cette atmosphère de fête par exemple. Mais on a aussi le même recours aux pétitions en ligne, au harcèlement en ligne d'un certain nombre d'élus par exemple. Enfin, on a un certain nombre de techniques qui se ressemblent énormément à travers les pays. Et le plus flagrant, et je terminerai le panorama international par là, on a même la circulation des logos et des affiches. Les logos sont soit exactement les mêmes, soit se ressemblent très fort d'un pays à l'autre, et donc on voit une même source d'inspiration, et on voit des répertoires, des choses qui voyagent énormément d'un pays à l'autre. Et donc pour commencer, je vous dis, les Français n'ont rien inventé, en tout cas ils n'ont pas été les premiers. On voit des mobilisations très semblables et où la question du genre va progressivement aussi être mise à l'agenda dès la moitié des années 2000, et on les voit d'une part en Italie et en Espagne, enfin d'abord en Espagne et puis en Italie, et on les voit aussi en Croatie et en Slovénie, dans ce qu'on a pu trouver. Et donc en Espagne notamment, c'est ce que vous voyez à ce moment-là, c'est quand Zapatero est élu et dit je vais ouvrir le mariage aux personnes de même sexe, c'est quand Zapatero dit aussi je vais combattre la violence domestique, et la violence domestique c'est pas juste un mari violent, il y a quelque chose dans les relations de genre qui fait que c'est en général des maris violents qui battent leurs épouses, et c'est rarement des épouses violentes qui battent leurs époux, et donc je vais aussi combattre la violence de genre, et à ce moment-là, c'est construit en Espagne un mouvement massif qui était à l'époque emmené par les évêques, par la hiérarchie de l'Église catholique, notamment l'archevêque de Madrid, et qui a organisé ce que vous voyez ici, donc sur les deux images du bas, ces grands rassemblements au centre de Madrid, notamment ce qu'ils organisaient une fois par an, les messes pour la famille. D'ailleurs, c'est intéressant, le successeur, le nouvel archevêque de Madrid, une des premières choses qu'il a fait, c'est de supprimer les messes pour la famille. Mais ceci dit, même le pape François, au début de son pontificat, est intervenu par vidéoconférence dans ce genre d'événement, donc de grands rassemblements pour défendre les valeurs familiales. À peu près en même temps, en 2007 en Italie, Romano Prodi, à l'époque Premier ministre italien, voudrait introduire une sorte de Pax en Italie qui s'appelait le Dico. Eh bien, les milieux catholiques, de nouveau, se sont mobilisés de manière massive. Une journée de mobilisation, ce qu'ils appelaient le Family Day, c'est l'image que vous avez au-dessus, et le projet a été enterré jusqu'à l'année dernière, quand il a été approuvé par le gouvernement Renzi l'année dernière. Donc on voit des mobilisations massives, et on trouve des mobilisations aussi, par exemple, en Croatie ou en Slovénie, notamment en Croatie sur la question de l'éducation sexuelle dans les écoles. C'est un des autres enjeux qui polarise énormément. Après, ce qu'on voit au-delà de ça, je vous ai dit le mouvement français est important, mais alors il y a au moins deux pays où on a vraiment une dynamique d'import-export. Un pays, c'est l'Allemagne, donc vous voyez là, mais c'est les mêmes logos, les mêmes couleurs, tout est exactement le même. Donc on a vraiment des échanges. Alors en Allemagne, c'est plus compliqué parce qu'il y a par ailleurs toute une branche populiste qui se greffe à l'AfD, à des mouvements comme Pegida, etc. Et les deux mouvements se renforcent l'un l'autre. Ce n'est pas exactement que ce mouvement-là, mais là vous voyez ces dynamiques de circulation. L'autre pays, et le pays où l'exportation s'est fait le mieux, c'est l'Italie. Et donc là vous voyez, par exemple en haut, c'est la traduction telle quelle de l'affiche française. Et il y a eu plusieurs affiches françaises qui ont été purement et simplement traduites. Et d'ailleurs, pendant longtemps, le mouvement italien s'appelait la Manif pour tous Italia avant de changer son nom en Generazione Famiglia. Mais ils avaient gardé le terme y compris en français. Et avec un mouvement qui s'est fortement développé. Donc là, vous avez les mobilisations contre l'enseignement du genre à l'école, des mairies, des communes qui se sont déclarées anti-genre, comme vous voyez là, Santa Croce sull'Arno. Ou vous avez aussi cet autre mouvement qui, là, c'est intéressant parce que ça a une origine française, mais les Italiens ont fait beaucoup mieux que les Français et c'est revenu en France transformé. Donc là, l'image du bas, à droite, qui sont les veilleurs. Les veilleurs étant donc, le gouvernement italien voulait proposer une loi sur l'homophobie, notamment pour la question donc, de la pénalisation des propos de haine, qui n'a toujours pas été approuvé parce qu'il y a eu un grand mouvement contre cette loi. Et donc, suite à ça, des tas de gens se sont mobilisés sur le modèle des veilleurs français, mais en faisant quelque chose d'un peu différent. Donc, les veilleurs, c'était un des petits groupes autour de la Manif pour tous, pour proposer ici, donc, ce que vous voyez, les sentinelles, que vous voyez là, qui sont en fait des gens qui prennent un livre et qui lisent en silence, debout, sur les places publiques, en carré, pour défendre la liberté d'expression contre les lois antidiscrimination. Donc, en présentant donc, tout ce qui est l'arsenal des lois antidiscrimination
discrimination, bon, ça c'est un peu comme la NVA, en présentant ça comme des atteintes à la liberté d'expression des citoyens. Et ce mouvement-là est un mouvement qui a énormément fonctionné en Italie et que maintenant on retrouve dans d'autres pays. On le retrouve par exemple en Slovénie avec exactement le même mode d'action. Et donc, vous voyez, autre chose que vous voyez aussi dans l'import-export, c'est que les acteurs français voyagent énormément. Et ça, ce sont quelques-unes des images. Donc, vous voyez la dame qui est à peu près toujours en rose. Donc, si vous ne la reconnaissez pas, c'est Ludovine de la Rochère, qui est la porte-parole aujourd'hui de la Manif pour tous, une fois que Frigide Barjot s'est fait éconduire par ses anciens camarades. Et donc, Ludovine de la Rochère, au-delà de diriger le mouvement français de la Manif pour tous, voyage énormément et on retrouve son nom un peu partout dans toutes sortes de réunions qui sont idéologiquement proches. Donc, vous la voyez en bas à gauche à Madrid pour expliquer comment la mobilisation française a été construite. Vous la voyez ensuite, si ma mémoire est bonne, c'est en Allemagne. Vous la voyez avec le pape François. Vous la voyez de nouveau en Allemagne. Vous la voyez en Finlande. Et donc, elle a... il y a une photo en Italie, donc elle a énormément voyagé pour expliquer à la fois ce que les Français ont fait et aussi faire des liens. Vous avez peut-être entendu, notamment dans ces liens, je n'ai pas l'image ici, vous avez notamment une initiative citoyenne européenne, donc les pétitions que les citoyens européens peuvent introduire auprès de la Commission européenne pour que des questions soient mises à l'agenda. Il y a une initiative citoyenne européenne de défense du mariage hétérosexuel, pour dire les choses rapidement. Et là, dans les signataires, les premiers signataires de cette organisation, c'est intéressant parce qu'on a d'une part les responsables des organisations type Manif pour tous au niveau de l'Union européenne, je vous montrerai dans un instant, enfin, je reviendrai là-dessus, et d'autre part, quelques responsables de mouvements nationaux, dont les Français. Donc on a les Français, les Croates, quelques autres, et donc on a là un mouvement qui aujourd'hui se renforce, qui crée des ponts, qui essaye de s'organiser, pas simplement à l'échelle d'un pays, mais aussi d'échanger entre pays. Et alors, si on continue au-delà de la question de vraiment import-export, on voit que dans d'autres pays, les mobilisations ne sont pas très très différentes. Ça, par exemple, c'est la Pologne. Alors là, vous avez le logo polonais, il n'est pas tout à fait le même, enfin, il n'est pas très différent. Vous avez donc le même type de mobilisation. Donc là, c'est le monstre gender, de nouveau, c'est les caricatures que les Polonais ont faites pour essayer de représenter cette soi-disant théorie du genre. Et là, vous avez aussi, en bas à droite, vous reverrez cette dame un peu plus tard. C'est une des mères de ce qu'on appelle la théorie du genre. C'est une sociologue allemande, Gabrielle Kubi, qui notamment est venue aussi parler au Parlement polonais. Elle a été traduite en Pologne et elle a présenté beaucoup son travail en Pologne, puisque la Pologne a eu une commission parlementaire, enfin, l'équivalent d'une commission parlementaire sur la théorie du genre, où elle est venue notamment présenter ses réflexions. Autre pays où on a eu ça, vous voyez la même dame d'ailleurs, vous voyez la traduction slovaque du livre de la même personne, et ça c'est notamment le référendum constitutionnel sur le mariage qui a eu lieu en Slovaquie, où vous voyez voilà les liens, donc les Slovaques qui renvoient la Manif pour tous, vous voyez l'intervention du pape direct dans les débats, le pape soutenant le camp revendiquant l'hétérosexualité du mariage dans le référendum. Autre exemple, la Croatie, autre référendum qui a eu lieu aussi. Mais vous voyez le logo, c'est encore une autre variété du logo, mais de nouveau, ce sont des variations sur le thème. On est en gros dans une même gamme à travers les pays. L'Irlande, c'est pas très différent, autre référendum. Donc vous voyez de nouveau les mêmes codes couleurs, les mêmes logos, voilà. Et alors au niveau Union européenne, là vous avez l'initiative dont je vous parlais, Mum, Dad and Kids, donc cette initiative citoyenne européenne. De nouveau, on retrouve des variantes du même modèle. Et on a aujourd'hui, d'une part, une activité accrue de ce type de mouvement dans les instances de l'Union européenne et du Conseil de l'Europe, qui a par exemple conduit à, au rejet du rapport Estrela, qui était un rapport sur les droits sexuels et reproductifs au Parlement européen, où le vote a été perdu, ce qui a aussi été une surprise au niveau européen, l'équivalent de la Manif pour tous au niveau français, des choses qui n'étaient pas attendues, qui sont arrivées. Là, vous voyez par exemple Frigide Barjot en visite au Parlement européen aussi, tout en haut. Et donc, vous avez un certain nombre d'organisations qui aujourd'hui, alors je ne vais pas rentrer dans les détails de qui sont ces organisations, mais vous avez un certain nombre d'organisations qui travaillent à Bruxelles de la même manière que vous avez un certain nombre d'organisations qui défendent les droits des femmes ou les droits des personnes LGBT, donc c'est-à-dire qu'on est dans le lobby européen, c'est-à-dire des organisations professionnelles qui connaissent le fonctionnement des institutions, qui savent comment se mouvoir et qui ont chacune, des deux côtés, qui ont leur relais dans les institutions et qui essayent de pousser leurs valeurs et leur agenda.
Ce qui est intéressant, c'est que deux de ces organisations, je n'ai pas l'image ici, mais deux de ces organisations, vous en voyez une ici au milieu, European Center for Law and Justice et ADF, qui est l'Alliance Defending Freedom, sont deux antennes européennes d'organisations venant des États-Unis. Par exemple, le European Center for Law and Justice est l'antenne européenne de l'American Center for Law and Justice, qui sont des organisations très anciennes déjà aux États-Unis, connues, et d'ailleurs, dans les deux cas, et certainement dans le cas de cette organisation-ci, la plus grande partie du financement vient de l'association mère aux États-Unis. Donc ça, c'est important aussi dans les liens. Et donc, pour illustrer ce que je vous ai montré avec plein d'images, ben voilà, ça c'est un petit peu, c'est mon collègue slovène qui s'est amusé pour la conclusion de notre ouvrage à vous mettre les logos d'un certain nombre de ces mouvements. Ben vous voyez, vous avez en gros deux modèles, mais vous avez des logos qui sont extrêmement semblables à travers tous ces pays. Et c'est ce qui nous a interpellés, c'est de nous demander ben, qu'est-ce qui se passe ici. Visiblement, on a un phénomène, on a quelque chose en commun à travers ces différents pays. Et donc, par rapport à ça, la question, c'est ce qu'on s'est dit, ben, pour essayer de comprendre ce qu'il faut faire, il faut comprendre ce que c'est que cette fameuse théorie du genre. Et donc là, vous avez les représentations par le groupe traditionnaliste catholique Civitas et par la Manif pour tous avec Alter Ego, en sachant aussi que suivant les pays, la théorie du genre, c'est l'expression qu'on a surtout en français et bizarrement en slovène. Mais l'expression la plus courante, c'est idéologie du genre. Et l'expression, bon, c'est un terme qui vient du Vatican, je vous expliquerai dans un instant. C'est le terme idéologie du genre qui est le terme le plus souvent utilisé. Mais dans les pays germaniques, on a aussi genderismus ou anti-genderismus, qui est un peu l'autre variante de cette notion. Et donc, ce qui est important de comprendre dans ce discours-là, en fait, c'est que quand on creuse un peu, on se rend compte que le lien qui est posé entre genre et mariage, et tout ce discours sur la théorie du genre, est en fait un discours qui a été élaboré au Vatican, d'abord, et puis un discours qui a circulé et qui circule particulièrement bien quand il rencontre le populisme. Et ce qu'on voit aujourd'hui en Europe, et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles ça ne fonctionne pas très bien en Belgique, c'est que ce genre de mouvement fonctionne très bien dans les pays où les mouvements populistes de droite sont également des mouvements qui fonctionnent bien, et on voit vraiment des convergences et des appuis de phénomènes de résonance des deux côtés. Et donc la théorie du genre, c'est quoi? Eh bien, deux illustrations. Donc de nouveau, je ne dirais pas que ça n'existe pas, parce que je pense que ça existe, puisqu'on fait même des conférences dessus. D'un côté, vous avez une définition de la Manif pour tous, dans une brochure d'une vingtaine de pages que vous trouvez sur leur site internet, où on nous dit que l'idéologie du genre est destructrice, obscurantiste, antisociale, antipopulaire, comme elle est antinaturelle. Donc elle est beaucoup de choses. C'est une citation que je trouve assez extraordinaire parce que ça doit être quelque chose de très important et de très dangereux aussi, vu la définition qui en est donnée. L'autre image qui est assez amusante, c'est l'image de cette conférence. Donc, il faut savoir que dans beaucoup de pays, particulièrement en France, en Italie, énormément de conférences ont été organisées, souvent dans des arrière-salles paroissiales, mais pas toujours, sur ce que c'était que la Manif pour tous. Et alors on a cette représentation, pas la Manif pour tous, la théorie du genre plutôt, on a cette opposition intéressante entre la France de toujours, en couleur par ailleurs, et vous avez les représentations de l'amour courtois dans les livres d'heures d'une part, et puis vous avez, pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, la philosophe Judith Butler qui arrive là, qui est considérée, à tort d'ailleurs, comme celle qui aurait inventé le genre, parce que ce n'est pas elle qui l'a inventé, loin s'en faut, mais qui est une des théoriciennes importantes en études de genre, et qui parle, on ne sait pas très bien quoi, une espèce de confusion multicolore, et tout d'un coup, la photo devient noir et blanc, c'est-à-dire on sort du monde en couleur de ce monde courtois, et puis on arrive dans ce monde en noir et blanc avec cette dame qui par ailleurs est lesbienne et par ailleurs est juive, et l'antisémitisme dans certaines de ses critiques n'est jamais très loin non plus, pour ne pas dire qu'elle serait anti-maçonnique ou maçonnique plutôt, mais ça c'est encore autre chose. Donc voilà, on retrouve le même genre d'opposition qu'on retrouvait dans certains mouvements dans le passé. Et donc je vous l'ai dit, ce discours a une origine catholique. Donc on le voit par exemple avec ce discours célèbre du pape Benoît XVI, disant qu'il fallait protéger les personnes contre elles-mêmes, donc notamment contre les transgenres, de la même manière qu'il fallait protéger la forêt tropicale, et donc en invitant l'extension du concept d'écologie non seulement dans la défense de l'environnement, mais aussi dans la défense de la nature humaine contre par exemple le changement de sexe. Et puis là, vous avez ce que des collègues français se sont amusés à faire, la marelle qui a conduit, si vous voulez, aux différentes étapes de la construction de la théorie du genre, de ce que c'est que cette théorie du genre.
Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que quand on creuse historiquement, ça c'est assez bien documenté, en fait, il faut remonter à deux grandes conférences de l'ONU, qui sont la conférence du Caire en 1994 sur la population et le développement, et la conférence de Pékin en 1995, ça c'est les images que vous avez là, qui est la conférence sur les droits des femmes. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans ces deux conférences onusiennes? Deux choses importantes se passent. D'une part, l'ONU reconnaît les droits sexuels et reproductifs dans le discours onusien, donc notamment tout ce qui concerne la contraception et l'avortement. D'autre part, le terme genre fait une entrée, même si c'est un peu par la fenêtre, dans le discours de l'ONU. Alors je dis c'est par la fenêtre parce qu'il y a eu énormément de combats à ce moment-là. Le Vatican, enfin le Saint-Siège à l'ONU, s'est mobilisé pour essayer d'empêcher cette reconnaissance, avec des interventions directes à l'époque du pape Jean-Paul II pour essayer de convaincre les chefs d'État catholiques de s'opposer. Et donc après des nuits de négociations, le terme genre a été introduit, mais alors quand on va voir dans les annexes de la plateforme de Pékin, le terme genre, c'est le terme, tel qu'il est généralement compris. Donc il y a une définition qui n'est pas une définition, qui n'a pas été changé depuis. Donc, vous avez aujourd'hui, ces jours-ci à New York, les réunions qui font toujours les réunions de suivi de cette plateforme d'action, où la Belgique est représentée d'ailleurs par plusieurs ministres. Mais donc c'est à ce moment-là que quelque chose se passe. Et alors la dernière chose qui se passe, c'est que le Vatican a très peur aussi que le terme lesbienne n'apparaisse dans les documents de l'ONU, il n'apparaît pas, donc il est bloqué à la dernière minute. Il y a aussi des discussions nocturnes importantes à ce niveau-là, mais par contre il y a une reconnaissance de l'autonomie sexuelle des femmes, qui donc peut aussi entraîner une liberté de choix de leur partenaire. Et donc dans ce contexte-là, le Vatican va comprendre, ou en tout cas va vivre ce qui s'est passé dans ces deux conférences onusiennes comme une grande défaite. Quelque chose s'est passé, donc le Vatican principalement, avec quelques alliés évangélistes et quelques alliés musulmans, n'a pas réussi à bloquer ce qu'ils espéraient pouvoir bloquer. Et donc ils vont essayer à partir de là de comprendre ce qui s'est passé et d'imaginer une stratégie. Et la théorie du genre, c'est à la fois l'explication qui permet de comprendre ce qui s'est passé dans ces deux conférences onusiennes, et c'est à la fois la stratégie qui permet de contrer ce qui s'est passé dans ces deux conférences onusiennes. Et donc pour vous donner une idée, donc ça c'est un ouvrage qui rassemble des textes qui ont été produits à l'époque par une journaliste américaine liée à l'Opus Dei, qui est une des premières qui va attirer l'attention, qui est à Pékin, qui se rend compte de ce qui se passe, qui parle de l'agenda du genre et qui donc nous explique, ça c'est une des citations qui ouvre son ouvrage, que sans fanfare ou débat, le mot genre est devenu le substitut pour le mot sexe. Et donc on avait l'habitude de parler de discrimination de sexe, mais c'est la discrimination de genre. Et donc les formes, comme les applications de crédit, et donc bon, elle explique tout ça, mais alors ce qui est intéressant, c'est la fin, c'est quand elle dit, d'une part, le genre semble plus délicat et plus raffiné, mais en fait, ce changement, je vois qu'il y a une faute d'orthographe, donc ce changement, si on pense que le terme genre serait une renaissance de la sensibilité néo-victorienne, avec cette idée on ne parle plus de sexe parce que le sexe c'est sale, on parle de genre, en fait vous êtes complètement à côté de la plaque, parce que ce changement et un nombre d'autres changements font partie de ce qu'on appelle l'agenda du genre. Et donc il y aurait un agenda du genre qui en gros serait un agenda caché. On ne se rend pas compte que c'est cet agenda qui a été mis sur la table dans ces deux conférences onusiennes. Donc une autre citation nous dit cet agenda avance comme un sous-marin, on ne le voit pas arriver, mais c'est bien là, et derrière des mots sympathiques, en fait il y aurait une menace importante contre les sociétés. Et donc c'est autour de ça qu'on a la constitution d'un discours, notamment par ces 4 personnes, qui va mener progressivement en 2003, d'abord pour la version italienne et puis en 2005, à la publication de cet ouvrage par le Conseil pontifical pour la famille, le lexique des termes ambigus controversés, qui est un dictionnaire d'un certain nombre de termes éthiques avec ce qu'en pense le Vatican et un certain nombre d'experts catholiques qui ont reçu l'imprimatur du Vatican. Et donc dans cette histoire-là, on connaît, avant d'arriver sur ce que dit ce discours, on connaît les étapes de production, c'est-à-dire on a une idée, on sait qu'il y a un certain nombre de réunions, on sait qu'il y a un certain nombre de rencontres, c'est-à-dire qu'on voit une activité notamment au Vatican, dans un certain nombre de dicastères, et notamment aussi dans un certain nombre d'autres lieux, comme par exemple l'Université de Navarre, qui organise le premier congrès sur l'idéologie du genre, l'Université de Navarre, qui est une université dirigée par l'Opus Dei. On voit un certain nombre de choses qui se mettent en place. Et alors là, je vous ai mis les 4 auteurs qui sont en général les plus cités
les plus traduits et probablement les plus influents dans ce discours-là, qui ont participé à l'élaboration de ce discours. Bizarrement, on a 2 Belges dans cette histoire-là, donc que personne ne connaît en Belgique, mais qui sont très influents. Donc, si vous prenez la dame en haut à gauche, donc ça c'est Marguerite Peters, qui est à la fois à moitié belge, à moitié américaine, qui dirige une organisation de coopération, développement, surtout avec l'Afrique, à Bruxelles, et qui également, enfin, ces 4 personnes sont, enfin 3 d'entre eux en tout cas, sont consulteurs dans différents organes au Vatican, donc voilà, si on regarde où ils vont, si on regarde le voyage, c'est des gens qui voyagent énormément et qui servent de charnière entre toutes sortes de gens. Donc on a Margaret Peters, qui est sans doute à mon avis la meilleure auteure sur le sujet. On a le monsieur en haut à droite, Michel Scoyans, qui est un professeur de philosophie à la retraite de l'Université catholique de Louvain, qui a fait une grande partie de sa carrière au Vatican également. On a Tony Anatrella, que vous voyez en bas à droite, qui est ce prêtre psychanalyste français dont je parlais tout à l'heure, qui, notamment en France, est celui qui a le plus porté cette question de la théorie du genre et le plus tôt. Et puis alors, on a en bas à droite Gabriele Kubi, qui est cette sociologue allemande fortement traduite en Europe de l'Est, dont je vous ai déjà montré les traductions, qui là rencontre le pape Benoît, et qui est également quelqu'un qui est extrêmement traduite et qui circule énormément. Si vous voulez la voir, elle vient en avril à Bruxelles, donc vous aurez l'occasion d'aller l'écouter si vous le souhaitez. Et pour l'anecdote, sa fille dirige une des principales organisations de ce type-là au niveau de l'Union européenne. Donc il y a aussi des affaires de famille. Et on voit son fils dans des réunions à Moscou. Donc voilà, c'est tout un très petit monde qui est assez intéressant. Mais donc ce discours, c'est quoi? Parce que là, je vous dis, bon, on sait que des gens se rencontrent, on sait qu'il y a un certain nombre de choses, mais ça veut dire quoi? Mais avant tout, le discours sur l'idéologie du genre est avant tout l'idée que c'est une menace anthropologique. C'est-à-dire qu'on est face à quelque chose qui remettrait profondément en cause le fonctionnement des sociétés. Et pourquoi pas? On peut dire, bon, l'idée c'est on change les repères de ce que c'est qu'un homme, une femme, de ce que c'est que le couple, de ce que c'est que la famille, de ce que c'est que la maternité. Et donc l'idée c'est que ce n'est pas simplement un changement, mais l'idée c'est qu'il y aurait une menace. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui menace l'ordre des sociétés telles qu'on les connaissait jusqu'à présent. Mais au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi un discours politique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement l'idée de dire écoutez, il y a une menace que vous ne comprenez pas et donc il faut comprendre, de la même manière qu'on peut dénoncer le réchauffement climatique ou d'autres types de menaces. Il y a l'idée aussi qu'il y aurait une conspiration entre les gens qui font des études de genre, comme moi, les militants LGBT ou les féministes, et qu'il y aurait une conspiration non seulement pour imposer leur agenda, mais également pour prendre le pouvoir. Et donc c'est dans ce contexte-là notamment qu'on présente ce discours comme étant en fait une nouvelle forme d'autoritarisme, un cheval de Troie. Donc on voit des représentations sur certaines affiches où on a le cheval de Troie avec les aspects sympathiques et puis on ne sait pas ce que ça cache. Et l'idée par exemple, ce qu'on retrouve dans l'écriture de Tony Anatrella, que ce serait plus dangereux que le marxisme. Et qu'un prêtre dise que c'est plus dangereux que le marxisme, c'est que c'est dangereux. Donc ça, c'est assez intéressant aussi. Et c'est un argument qui fonctionne beaucoup en Europe de l'Est également, évidemment, la référence au marxisme, au socialisme. Et donc ça, c'est une chose. L'autre élément important, c'est l'idée que c'est un discours qui est imposé par les élites. L'idée d'élites corrompues qui nous imposent toutes sortes de choses, qui nous imposent leur dévoiement et leur perversion sur les braves citoyens honnêtes qui, eux, n'ont pas compris ce qui était en train d'arriver. Et dans ce contexte-là, ce qui est important, je vous ai dit, ça vient de l'ONU, c'est l'idée que ces élites manipulent les institutions internationales pour imposer leur agenda. Les institutions onusiennes d'abord, mais également les institutions européennes, en nous disant, ben voilà, par exemple, pour reprendre certains, je pense par exemple à une de ces plateformes au niveau européen, l'Union européenne souvent ferait, comment dire, la promotion des tueuses de bébés et des sodomites. Genre de discours d'ailleurs qu'on trouve utilisé dans ce genre de langage. Donc voilà, donc c'est un petit peu l'idée que ce n'est pas simplement un changement anthropologique, c'est un changement politique important. Au-delà de ça, ce qu'on trouve également, c'est l'idée du brave citoyen, donc l'opposition entre le brave citoyen et les élites. Bon, ça sonne un peu comme Publifine ou d'autres choses du même genre, donc cette opposition, ce décalage, c'est pour ça que je dis que ça fonctionne bien avec le populisme, ce décalage entre monsieur, dame, tout le monde qui ne comprennent pas et ce qui se passe dans des hautes sphères. Ce qu'on trouve aussi derrière ça est lié à cette idée du citoyen mobilisé, c'est l'idée du sens commun ou du bon sens opposé à la science ou au dévoiement des élucubrations intellectuelles de gens dont on ne comprend pas ce qu'ils disent.
Et ce qui est sans doute vrai, parce que je pense que les collègues en études de genre, il y a parfois un problème de pédagogie dans l'explication d'un certain nombre de réflexions. Mais en tout cas, l'idée que toutes ces choses-là sont des élucubrations qui viennent s'opposer au bon sens ou au sens commun, à ce que les gens ont toujours compris face à des choses dont on ne sait pas très bien d'où ça vient et qui n'ont ni queue ni tête. Autre chose qu'on trouve dans ce discours aussi, c'est l'idée qu'il y a une menace pour les enfants, avec souvent l'agitation de la peur pour les enfants. On la trouve en France, mais moins. On la trouve par exemple beaucoup en Allemagne, on la trouve beaucoup en Pologne, notamment dans le cadre de l'éducation sexuelle, et l'idée qu'il y aurait un endoctrinement des enfants, voire une perversion possible des enfants, qu'on trouve de manière très forte, et donc l'idée, voilà, voire la promotion de la pédophilie également. Donc ça, c'est parfois, si on va jusqu'au bout de ce discours, c'est ce qu'on trouve dans ce discours-là. Autre élément important, c'est aussi une remise en cause de mai 68. C'est-à-dire l'idée que ce discours vient en fait de l'héritage de mai 68, c'est-à-dire l'héritage de l'hédonisme, de l'individualisme, de la transformation des sociétés telles qu'elles se sont transformées en Occident. Et donc contre cet héritage, c'est l'idée de remettre un peu d'ordre et d'autorité par rapport à l'héritage libertaire de mai 68. Autre idée que l'on trouve également, par exemple en Afrique ou en Europe de l'Est, c'est une idée d'un discours colonialiste. Par exemple, le pape François parle rarement du terme idéologie du genre, mais il appelle ça la colonisation idéologique, terme qui n'est pas choisi au hasard, surtout venant d'un pape qui vient lui-même d'un pays du Sud. Et dans ce contexte-là, c'est l'idée que ce ne sont pas seulement des élites qui imposent ça sur les gens de leur propre pays, mais que ces élites imposent ça à la terre entière, et que donc il y a de nouveau une nouvelle forme de colonialisme qui est imposée par l'Occident sur le reste du monde, avec beaucoup d'argent, avec l'idée qu'il y a des fondations diverses et variées, donc surtout des fondations américaines, et surtout quand elles sont tenues par des financiers juifs, qui viennent promouvoir leurs valeurs un peu partout dans le monde. Et donc on retrouve là la réactivation d'un certain nombre de choses. Et par exemple, en Europe de l'Est, ce discours anticolonial se double en général d'un discours anti-Union européenne. C'est-à-dire le principal vecteur colonial qui est vu par exemple en Pologne, c'est l'Union européenne, étant le vecteur de toutes sortes de ces perversions et un instrument d'imposition sur la société polonaise. Et alors la dernière chose intéressante, c'est la rencontre entre ce discours et le discours écologique. Je vous l'ai dit il y a un moment avec le pape Benoît. Le pape Benoît a commencé à travailler sur l'écologie avant le pape François, et le pape Benoît avait directement fait le lien entre la défense de l'environnement et la défense contre l'avortement, contre les changements de sexe, qui seraient des atteintes, par exemple changement de sexe pour les personnes trans, serait une atteinte à l'environnement tel que créé par Dieu, de la même manière que le réchauffement climatique serait aussi une atteinte à la création divine. Et ce discours, ce lien est moins présent chez le pape François, mais si vous lisez son encyclique sur l'environnement, Laudato Si, vous avez des paragraphes qui concernent toutes ces questions éthiques et qui poursuivent le lien entre écologie humaine ou écologie intégrale dans les mots du pape François et ce discours contre le genre. Donc c'est toujours présent. Et par exemple, certains des acteurs de la Manif pour tous ont d'ailleurs publié récemment sur l'écologie humaine et publient beaucoup là-dessus. Donc on voit un certain nombre de liens et on voit un discours qui est très malléable, qui peut être adapté, qu'on a un tronc commun assez fort, c'est un peu ce que je vous ai présenté. Et après, suivant les pays, on peut adapter un petit peu les arguments, on peut rendre un peu plus hybride, suivant à qui on s'adresse dans chacun de ces pays. Et donc ce qui est intéressant dans cette stratégie, c'est qu'au-delà de son discours, on n'est pas simplement dans une contre-attaque, mais en tout cas, on a une stratégie qui est une stratégie dans le domaine des idées. Et ce n'est probablement pas pour rien qu'on reprend les termes mêmes qui sont condamnés pour leur donner une autre définition. Donc ce qu'on voit par exemple en parlant d'idéologie du genre ou de théorie du genre, c'est qu'on reprend le terme genre tel qu'il était utilisé depuis longtemps, avec pour les étudiants ou les personnes qui ont fait des études de genre énormément de définitions et de conflits sur ce que c'est que les approches en genre et comment il faut le définir. Donc c'est pas qu'il y aurait une définition claire. Dans ce contexte-là, on reprend ce terme-là et on lui donne un autre contenu. Et quand on creuse un petit peu de nouveau dans les documents, il y a deux références qui sont assez intrigantes et assez amusantes dans ce type d'ouvrage. C'est d'une part la référence à Gramsci,
et d'autre part la référence à Orwell, donc deux communistes notoires. Donc d'une part Gramsci pour l'idée d'hégémonie, et on est tout à fait dans une logique d'approche hégémonique, c'est-à-dire de bataille dans le champ des idées, et aussi de réhabiliter la place des idées et les conflits qui se passent à ce niveau-là, ce qui explique cette stratégie discursive. Et d'autre part, on retrouve aussi la référence à Orwell de manière importante, et si vous avez lu 1984, le concept de novlangue, et l'idée que en fait, le genre, ça transforme les mots, ça transforme le langage, et en fait, on ne se rend pas compte de ce qui se passe, c'est un langage dangereux, et derrière ce langage sympathique, on a une dimension totalitaire. Mais donc on retrouve de nouveau dans cette référence à Orwell, une référence qui concerne les batailles au niveau des idées, au niveau donc de tout ce qui est de nouveau ce champ discursif et ce champ des idées. Donc voilà, donc ça vous donne un peu une idée de où on vient. Ça vous donne une idée de où ce discours est produit. Ça n'explique pas comment ce discours se diffuse. Je vous ai dit, cet ouvrage est publié en 2003, 2005 pour la traduction française. Aujourd'hui, il est publié dans plein de langues. Donc le discours est prêt il y a déjà plus de 10 ans. Et il ne se diffuse qu'à partir, en gros, de 2012 et au-delà. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est, bon, d'abord, le catholicisme est une chose complexe. Donc, quand on dit l'Église, c'est certaines franges de l'Église, essentiellement le Vatican, une partie du Vatican. Aujourd'hui, il y a des conflits importants et il faudrait voir qui fait quoi exactement, ce qui est toujours difficile à savoir. Les premières oppositions à ce discours sont sorties du giron de l'Église catholique, d'abord, et de catholiques qui se sont opposés à cette stratégie-là aussi. Donc, ça, c'est important. Et il ne faudrait pas non plus croire que ce discours est télécommandé depuis une salle dans un palais à Rome. Ce serait d'abord mal connaître. Ce qu'on voit, c'est que le rôle de l'Église, d'une part, est un rôle de production discursive, c'est-à-dire que l'Église a un certain nombre d'appareils, d'universités, d'organes, d'intellectuels qui ont une capacité de produire un discours, c'est ce qu'on voit. Et d'autre part, l'Église apparaît à la fois comme offrant des canaux de diffusion et des canaux de mobilisation. Par exemple, dans le cas de la Manif pour tous, ce qui est clair, par exemple, c'est que souvent les gens sortaient quasiment de la messe et montaient dans le bus pour aller manifester à Paris, c'est-à-dire que l'Église a offert son infrastructure qu'à peu près personne d'autre ne possède, en tout cas certaines parties de l'Église, et certainement dans le cas français. C'est une différence avec le cas belge où, à part Monseigneur Léonard, il n'y a jamais eu de volonté de l'Église de Belgique de rentrer dans ce genre de combat, mais d'embrayer sur ce genre de choses et donc de mobiliser à travers ces canaux-là. Ceci dit, le fait que ça fonctionne par capillarité, le fait que ça fonctionne par toutes sortes de réseaux, de canaux de diffusion, explique en partie le temps que ça a mis. Explique en partie comment est-ce que, c'est pas en 2005 qu'on a vu ce genre de mobilisation, on les a vus beaucoup plus tard. Et ce qui est important aussi, c'est que ça s'inscrit dans un certain nombre de conflits et un certain nombre d'autres priorités au sein de l'Église catholique. Par exemple, si ça a bien fonctionné en France, c'est parce qu'en France, ceux qui donnent le ton aujourd'hui dans l'Église catholique, et notamment les deux principaux prélats, Monseigneur 23 et Monseigneur Barbarin, sont parmi les franges les plus conservatrices de l'Église catholique. C'est une des raisons pour lesquelles en Belgique, ça n'a pas tellement marché. Donc ça dépend de la configuration des églises dans chacun des pays. Et ça s'inscrit aussi dans des projets plus vastes, avec lesquels on voit beaucoup d'intersections, comme par exemple ce qu'on appelle dans le monde catholique la nouvelle évangélisation. La nouvelle évangélisation étant la réévangélisation des territoires historiquement catholiques, mais où l'Église, sous le poids de la sécularisation, a perdu beaucoup de sa prééminence, c'est-à-dire l'Amérique latine et l'Europe, occidentale surtout. Et on retrouve le même type d'acteurs, c'est-à-dire que les acteurs qui sont engagés dans ce type de mouvement sont les mêmes types d'acteurs qui sont engagés dans la nouvelle évangélisation, par exemple. On retrouve le même type de stratégie, de discours, etc. Donc on voit vraiment des croisements entre ce type de projets. Ceci dit, je vous ai dit, ces mobilisations ont des fortunes diverses selon les pays, et il y a des pays où ça fonctionne très bien et d'autres où voilà, on s'attendait à avoir quelque chose, ça ne fonctionne pas. Je vous disais la Belgique, mais en Irlande c'est très limité, en Hongrie ça ne fonctionne pas trop, au Portugal ça fonctionne moyennement aussi, alors que ça fonctionne très bien, ça a fonctionné relativement bien en Espagne, pas avec beaucoup de succès politique mais succès de mobilisation, ça a très bien fonctionné en France, ça fonctionne bien en Pologne, ça fonctionne bien en Italie, donc voilà, on a des fortunes diverses. Et un élément important à comprendre, c'est les intersections que l'on a aussi, et c'est là-dessus notamment qu'on travaille plus maintenant avec les collègues, avec le discours populiste et avec les mouvements populistes.
Et là, il y a deux choses qui sont importantes. C'est d'une part, on a des acteurs populistes qui décident d'entrer directement dans le combat. C'est certainement le cas de l'Allemagne, par exemple, où on a des acteurs qui, comme l'AfD, qui sont les fers de lance de ce genre de discours, donc le parti AfD, qui risque de faire un bon score aux prochaines élections allemandes. Autre exemple, ce n'est pas nécessairement les acteurs populistes ou les partis ou les mouvements populistes qui s'emparent de cette question-là, mais c'est beaucoup plus le même type de discours. Et ce qu'on a, c'est que le discours que je vous ai dit, les attaques contre les élites, eux et nous, Bruxelles qui nous impose des choses, ce genre de choses, le phénomène du bouc émissaire, en fait, c'est le même type de discours qu'on retrouve et dans le discours populiste et dans le discours anti-genre. Et donc, ce qui explique aussi que dans l'opinion publique, ça fonctionne d'autant mieux que ce discours, on l'entend déjà sur beaucoup de choses. Et ce qu'on se rend compte, en fait, quand on compare les deux discours, c'est ce phénomène de rencontre entre ces deux discours et donc cette possibilité d'alliance. Et c'est peut-être d'ailleurs une des autres raisons pour lesquelles en Belgique ça ne fonctionne pas tellement bien, puisque qu'est-ce qu'on a comme populisme en Belgique? On a la NVA, mais qui n'est pas mobilisée sur ce genre de choses, et on a le PTB, qui est un populisme d'extrême gauche. Donc on n'a pas le même type de discours populiste de droite qu'on aurait dans un certain nombre de pays, la France en premier lieu. Et alors, dans ce contexte-là, ce qui est intéressant, c'est que le genre, en fait, si vous voulez, c'est un point de croisement. Le genre, subitement, par exemple en France, permet le croisement d'un certain nombre d'acteurs qu'on ne s'attendait pas à travailler ensemble et qui, sur d'autres questions, ne travailleraient jamais ensemble. Et donc, ça permet des alliances, des coalitions, objectives ou réelles, ça dépend les cas, entre des acteurs qui, a priori, ne travailleraient pas ensemble. Et donc, pour terminer, ce qui est important de retenir, je pense, c'est que dans ce contexte-ci, on n'est pas devant, je pense, le recyclage ou le dernier combat d'un acteur ancien, qui pourrait être l'Église catholique. On est vraiment devant une nouvelle stratégie avec de nouveaux acteurs. Je vous ai parlé d'un renouvellement générationnel, notamment. On a des nouvelles stratégies qui fonctionnent assez bien, qui circulent. Donc, on a l'émergence de tout un domaine, de tout un mouvement d'opposition que peut-être il y a 5 ou 10 ans, personne n'attendait et qui aujourd'hui se structure. Et donc ça, je pense, c'est vraiment l'élément important à retenir. Et donc de voir que ces mobilisations ne sont pas la réitération de phénomènes plus anciens d'opposition. Ce ne sont pas non plus, comme on l'a dit parfois en France, les derniers soubresauts de certaines forces qui après vont disparaître et elles seront oubliées. Enfin, je ne pense pas que ce soit le cas. Et comme le mouvement dur, ça n'a pas l'air d'être le cas, mais qu'on a des forces qui sont, ou des mouvements plutôt, qui sont tout aussi présentes que les défenseurs des droits LGBT, auxquels l'avenir appartient tout autant que les défenseurs des droits LGBT, et donc il serait un tort de croire aussi que ce sont des groupes qui seraient condamnés aux oubliettes de l'histoire une fois que la crise actuelle serait passée. Et voilà. Merci. Et alors, si vous voulez plus, ben voilà, quelques publications sorties ou à sortir que vous pouvez consulter également. Et maintenant, on a le temps pour les questions. Je remercie beaucoup David Paternotte pour son aperçu très clair de tous ces discours opposés au genre et de tout ce qu'ils impliquent. Je vous cède immédiatement la parole pour des questions ou des réactions. Merci beaucoup. Alors bonjour, moi j'ai travaillé à l'ULB aussi avec Laurence Rosier sur un mémoire qui s'intitule Analyse linguistique et approche sociologique d'un événement discursif qui était le mariage pour tous, avec notamment l'analyse de la presse, donc le pôle de gauche Libération, le pôle de droite Figaro, et au centre le Monde, parce qu'il fallait faire un lien avec la section journalisme. Et au cours de mes recherches, je suis tombé sur un groupuscule qui fait référence à ce que vous disiez en vitesse par rapport à l'écologie. Et ils avaient cette manière de mêler les préoccupations idéologiques d'aujourd'hui avec également l'homosexualité. Donc c'était un mouvement qui, je ne sais plus comment ça s'appelait, je pense qu'il y avait le mot vert dans le titre. Et donc il y avait ce mix entre travail très homophobe et écologie. Et je pense qu'ils étaient, tout bien réfléchis finalement, persuadés que la théorie du genre n'avait pas lieu d'être, tout comme les préoccupations, je pense, les préoccupations vertes, ou bien ils étaient pour le greenwashing, quelque chose comme ça. Enfin,
Je pense que vous êtes là pour éclairer ma lanterne. Vous avez entendu parler de ce groupuscule et c'est assez intéressant, je pense, de voir l'idéologie justement qui est entre les deux. Bah, en tout cas, il y a beaucoup de liens. Il y a une volonté de créer des liens. Donc, ce qu'on voit par exemple avec, en France, il y a notamment eu l'ouvrage de Tugdual Derville, qui est un des responsables, donc qui est le secrétaire d'Alliance Vita, donc une des organisations anti-avortement, mais qui est aussi une des chevilles ouvrières de la Manif pour tous. C'est une des personnes clés dans toute la mobilisation qui a lieu autour de la Manif pour tous. Il a publié un ouvrage sur l'écologie humaine. Les Veilleurs également ont publié des ouvrages. Donc, il y a des liens. Alors, les liens ne sont pas toujours les mêmes, mais c'est le même type de discours que celui qu'on voit au Vatican avec le pape Benoît ou le pape François, avec des liens divers. Par exemple, le pape Benoît, mais ça correspond à son pontificat, insistait beaucoup sur ces questions-là. Le pape François insiste beaucoup moins dans son discours. Alors, je vous dis, si on lit son encyclique, c'est toujours présent. C'est-à-dire qu'il y a des paragraphes là-dessus et il n'y a eu aucun changement doctrinal à ce niveau-là sous son pontificat. C'est-à-dire la seule chose qui change avec le pape François, c'est un changement discursif. C'est dans la présentation publique du discours. Il n'y a eu aucun changement de fond sur ce que dit l'Église sur ces questions-là. Mais donc, dans les deux cas, on voit cette association. Mais donc, en gros, l'idée, c'est qu'il y a des atteintes que l'être humain fait partie de l'environnement, de la nature d'une certaine manière, ou de la création divine en tant qu'environnement, si on veut, et donc porter atteinte à cette création, à ce cycle naturel, à cette création divine que serait la nature, c'est porter atteinte à Dieu, donc ça c'est souvent ce qu'on trouve dans ce discours-là, mais donc par exemple changer de sexe, ce serait changer ce qui était le dessein divin, donc c'est ce genre de discours-là qu'on retrouve de manière assez importante. Après, ils ne vont jamais très loin, par exemple si on prend l'encyclique du pape François, Laudato Si, ce sont 2-3 paragraphes qui servent essentiellement à répéter un point doctrinal. Donc il ne définit pas beaucoup pourquoi les choses seraient liées, mais il dit c'est lié et c'est s'opposer. Bon, la contraception, de la même manière, la contraception empêche le cycle naturel de la reproduction. Donc ça va contre le fonctionnement de la nature. Donc voilà, c'est ce genre de discours-là qu'on retrouve associé. Et on a notamment en France des groupes qui ne sont pas très nombreux, mais on a des groupes qui articulent ces pensées-là, qui écrivent là-dessus et qui se mobilisent là-dessus. Ce n'est pas l'élément central dans ce discours-là, mais c'est une des variantes qu'on peut trouver dans un certain nombre de pays. D'autres questions ou réactions ? Oui. Oui, bonjour. J'étais un peu étonné d'entendre ou de vous entendre parler aussi longuement à propos du Vatican, parce que, à mon avis, je me pose la question de savoir si le Vatican est un interlocuteur valable pour cette théorie-là, étant donné que tout ce qu'eux disent, c'est une morale immuable. Donc, il n'est pas du tout question d'essayer de les convaincre de quoi que ce soit par rapport au statut de la femme. Ils ont dit depuis le début, dès les premières conférences de l'ONU, que non, ils se sont tout de suite opposés. Ils ont dit que dans leur théorie, ça ne valait pas. Ils avaient des raisons de croire ceci et cela. Donc, ils sont toujours, en ce moment-là même, ils sont toujours pas membres des Nations Unies, ils sont observateurs pour essayer de casser le jeu. Donc, je ne sais pas comment on peut opposer l'évolution de cette théorie à ce que le Vatican continue à prétendre, puisque, par définition, ils ne changeront de toute façon pas leur point de vue. Ils ne changeront pas leur point de vue. La position de l'Église n'a pas été historiquement monolithique, c'est-à-dire l'insistance sur les questions de genre et de sexualité est quelque chose qui est assez récent et qui se développe dans le discours de l'Église après la Seconde Guerre mondiale, essentiellement, et qui se renforce beaucoup sous Jean-Paul II et sous Benoît XVI. C'est-à-dire qu'au XIXe siècle, l'Église, c'est pas qu'elle autorisait tout, mais elle était moins préoccupée par ces questions-là, ou à d'autres époques, a été moins préoccupée. Donc cette insistance, surtout sous Jean-Paul II, est devenue un élément central. Et ça, c'est peut-être le changement que le pape François est en train de faire aujourd'hui, c'est-à-dire de ne pas nécessairement changer les positions de l'Église, mais de plus en faire une question dont on parle tout le temps. Et dans le discours, de décider que d'autres choses sont plus centrales dans le discours. Donc ici, ce qu'il y a sur le Vatican, bon, le but n'est pas d'aller discuter avec le Vatican, même si, bon, voilà,
Ce serait amusant sans doute de le faire si on était invité, mais je ne pense pas que ça arrivera. La question, c'est plus de voir d'où vient ce discours. C'est-à-dire notre question a été on voyait ce discours un peu partout et de remonter où il a été produit. Et ce qui est à peu près sûr, c'est que le Vatican, effectivement, a des positions qu'il a. Donc, ce qu'il fait à l'ONU en tant que Saint-Siège, c'est en général, il y a depuis déjà longtemps des coalitions curieuses d'ailleurs, étonnantes, entre le Saint-Siège, un certain nombre d'organisations issues des mouvances évangéliques aux États-Unis, qui fonctionnent assez bien entre elles, en fait. D'ailleurs, une d'entre elles, le European Center for Law and Justice, c'est un catholique qui représente le Vatican auprès du Conseil de l'Europe, qui travaille, qui est le chef d'une organisation qui est liée aux églises protestantes aux États-Unis. Donc on a ces alliances-là. Mais donc le travail qui est fait, c'est un travail de lobby. C'est-à-dire c'est un travail surtout de mobilisation d'un certain nombre de gouvernements. Donc ce que le Vatican a essayé de faire à chacune des conférences de l'ONU, c'est de trouver dans les couloirs, parce qu'effectivement c'est juste un statut d'observateur, de trouver un certain nombre de pays qui pouvaient soutenir ou pas leurs revendications. Donc ça, politiquement, c'est ce qu'ils ont essayé de faire à l'ONU. Maintenant, il y a un nouvel allié, ce que j'ai oublié de dire en terminant avec le populisme. Ce qu'on voit, c'est que ce discours anti-genre devient une doctrine d'État, en Russie d'abord et en Pologne également, peut-être en Hongrie bientôt. Et ça, c'est un changement important, c'est-à-dire ce n'est pas simplement, et c'est un changement que j'aurais dû ne pas oublier, ce n'est pas simplement le fait que certains mouvements ont des alliés au gouvernement, comme c'est le cas avec tous les mouvements et de tous les temps où on a quelqu'un qui peut aider au gouvernement, c'est que ça devient le discours de l'État. Et certainement en Russie, c'est assez clair. Et donc, ce qui se passe par exemple à l'ONU, le changement par rapport à la situation il y a 20 ans et aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement le Vatican qui est le fer de lance de ce discours-là, c'est la Russie. Avec ce qu'ils appellent la défense des valeurs traditionnelles. Et donc, on a cette alliance entre le Kremlin, le patriarcat de Moscou, le Saint-Siège, un certain nombre de pays musulmans, de pays catholiques et d'organisations évangélistes. Et les pays catholiques et les pays musulmans changent suivant les gouvernements qui sont au pouvoir à ce moment-là, pour essayer de bloquer un certain nombre de choses à l'ONU avec un certain succès. C'est-à-dire que les résolutions, par exemple sur le verre traditionnel, fonctionnent assez bien. Donc il y a un vrai combat aujourd'hui avec des gens qui s'affrontent durement et sans savoir ce à quoi ça va déboucher. Après, ce qu'il y a sur le rôle du Vatican dans cette histoire-là, c'est surtout le rôle de producteur de discours. Donc, il y a des gens qui disent oui, le Vatican a financé, bon, j'en sais rien. Je pense qu'il y a aussi une part de fabulation importante quand on parle du Vatican, et donc je ne m'aventurerai pas là-dedans. Par contre, ce qui est clair, c'est que le Vatican a toujours des instruments de production discursive, et donc tout ce discours que je vous ai présenté, on le voit se développer dans le monde catholique, mais dans des gens dans le monde catholique qui sont proches des gens qui dirigent au Vatican, parce qu'il y a d'autres gens et d'autres gens qui défendent d'autres choses. Et donc là, on voit ce travail de production qui se fait entre 1995 et 2002-2003. Et après, la question, c'est comment ça se diffuse. Ça, c'est l'autre question. Et là, je suis d'accord, le Vatican n'est pas nécessairement le principal canal. Il y a d'autres canaux, il y a d'autres raisons qui expliquent pourquoi ça se diffuse et pourquoi ça fonctionne. Mais c'est vraiment la production des idées, où là, on peut dater, on peut trouver, il y a un certain nombre de documents, et on voit l'émergence d'un certain nombre d'idées. Et après, ce qui est important, c'est qu'effectivement, sur le fond, il n'y a pas nécessairement de changement. Mais par contre, c'est que c'est une nouvelle stratégie pour défendre les idées qu'ils défendaient avant. C'est-à-dire, c'est comment est-ce qu'on crée un nouveau discours, une nouvelle stratégie pour éviter de bouger sur des questions comme l'avortement, comme l'homosexualité, etc. Et donc, c'est plus de l'ordre de la stratégie, c'est-à-dire, c'est pas un discours de fond. Je pense que ça les intéresse peut-être pas plus que ça, mais c'est comment est-ce qu'on emballe ça et comment est-ce qu'on explique ça. C'est surtout ça qui s'est passé à ce moment-là. C'est pour ça que je dis, c'est à la fois une stratégie et un cadre analytique. Mais ce n'est pas la position doctrinale. La position doctrinale, défense de la vie, etc., ça reste, ce n'est pas la même chose. Est-ce que ça éclaircit? D'autres questions ou réactions? Je vous redonne le micro parce que sinon on n'entendra pas. Oui, il en va de même pour le mariage des prêtres. C'est aussi un domaine extrêmement important et qui est un sujet douloureux pour l'Église. Ils ne savent pas comment se manier. Oui, et à ce niveau-là, ça c'est le genre de questions. Donc ça, ils n'en parlent pas dans le discours sur la théorie du genre, mais ça renvoie évidemment au même type de questions. Ce qu'on a vu par exemple, c'est avec les synodes sur la famille, où c'est pas très clair ce qui est en train de se passer dans l'Église. Enfin, c'est pas très clair ce que le pape François veut faire. C'est-à-dire, est-ce qu'il change quelque chose, est-ce qu'il change pas? Je pense qu'en réalité, personne n'en sait rien, sauf lui et les gens qui sont proches de lui. En tout cas, sur ces questions-là, il change sur le gouvernement du Vatican, etc. Mais ça, c'est autre chose. Mais il n'y a pas eu de changement doctrinal important. Mais
par ailleurs, il n'a probablement pas une marge de manœuvre très grande, c'est-à-dire il ne peut pas changer tout seul du jour au lendemain. Ce qu'on voit, c'est aujourd'hui des affrontements forts au Vatican sur ces questions-là. On a les conservateurs qui sont de plus en plus agressifs, qui attaquent de plus en plus le Vatican, et on voit, et on l'a vu dans le contexte du synode, des combats durs sur des questions. Le mariage des prêtres fait partie enfin le célibat des prêtres, tout ça, fait partie de ces enjeux-là, ça c'est sûr. Et du coup, la question, là, au niveau de l'Église, c'est est-ce qu'elle va changer ses positions ou pas. Après, l'Église étant une organisation énorme, une chose, c'est que le Vatican change ses positions. L'autre chose, ces mobilisations-là, il a fallu 10 ans pour lancer les mobilisations, pour que ça se diffuse. Donc, ça veut dire que ça ne s'arrête pas du jour au lendemain non plus. Il ne suffit pas que le Vatican dise c'est fini pour que les gens rentrent chez eux, puisque maintenant, je dirais, ça échappe probablement à ce qui peut se décider à Rome. Et en grande partie, on a des gens qui sont mobilisés sur le terrain pour des raisons diverses et variées et qui ont trouvé un discours qui fonctionnait. Mais peut-être pour d'autres raisons. C'est-à-dire aujourd'hui, quand ces mêmes militants soutiennent François Fillon, on est très loin de la théorie du genre. Mais maintenant que ces gens ont créé un espace dans la société française, pour des tas de raisons, ils ne vont pas nécessairement rentrer chez eux en disant c'est terminé. Donc, voilà. D'autres questions, réactions? Je vais me permettre alors. Par rapport à la Hongrie, si je vous ai bien compris, vous avez dit que la Hongrie n'a pas embrayé particulièrement dans ces manifestations anti-mariage pour tous, etc. Et en même temps que ces mouvements-là anti-genre fonctionnaient souvent avec les mouvements populistes. Or, il me semble qu'en Hongrie, on a un mouvement populiste très fort et un mouvement populiste de droite. Or, comment est-ce qu'on peut expliquer cette différence là-bas ? Alors, c'est une question, là, je repose sur ce que mes collègues hongroises ont expliqué et ont écrit, mais enfin, il y a plusieurs choses. D'une part, on s'attendait à ce que ça se passe en Hongrie. On a eu les mêmes prémices. On a eu des prises de parole dans les médias, un évêque qui dit quelque chose à un moment, quelqu'un d'autre qui dit autre chose ailleurs. Donc, on a eu des polémiques, même avec des religieux catholiques qui ont pris position contre leur hiérarchie, contre ce discours-là aussi. Donc, on a eu des débats qui auraient pu engendrer des mobilisations. Après, il y a sans doute deux choses. D'une part, il n'y a peut-être pas un besoin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mouvement d'opposition dans la société puisque le mouvement populiste est au gouvernement. Donc on pourrait imaginer plutôt un scénario comme on a en Russie, où c'est le gouvernement lui-même qui instrumentalise ce discours à d'autres fins. Mais ça ne s'est pas produit. Mais il n'y a pas une opposition. Ce qu'on voit dans les autres pays, c'est que ce sont des mouvements de citoyens qui utilisent ce discours-là pour se mobiliser contre quelque chose. Et c'est assez intéressant parce que suivant les pays, c'est souvent les droits LGBT, mais parfois c'est le mariage, parfois c'est le partenariat, donc suivant les pays, si on prend France, Italie, mais c'est aussi l'éducation sexuelle, c'est aussi le droit à l'avortement, c'est aussi les violences de genre, c'est des tas d'autres choses. Et on a un discours qui est prêt, qui peut être calqué, qui peut être plaqué sur des tas d'enjeux différents, ce qui est assez fascinant. Mais ceci n'a pas lieu d'être en Hongrie puisque aucune de ces réformes n'est à l'agenda. Donc ça, c'est une raison. Autre raison pour lesquelles peut-être Orban n'aurait pas utilisé ça, mes collègues s'attendaient à ce que ça arrive, et on sait que la ministre de la Famille hongroise va à tout ce genre de réunions. Donc on voit son nom un peu partout, elle voyage énormément, donc ils suivent ça. Il paraît, des collègues avaient dit, ils avaient vu une photo du bureau d'Orban où il avait ce genre de bouquin sur son bureau. Mais en même temps, la crise des réfugiés a explosé et donc il y a peut-être d'autres enjeux sur lesquels mobiliser. Donc la question que mes collègues hongrois se demandent, c'est est-ce que ce discours va arriver bientôt peut-être, quand il n'aura plus rien d'autre à proposer ? Et donc ça c'est aussi l'opportunité politique de sortir quelque chose ou pas. Et c'est là je dis c'est conjoncturel. Si ça a bien marché en France, c'est parce qu'il y a eu un croisement d'un certain nombre de choses, dont notamment, d'une part, la cacophonie au sein du Parti socialiste, qui n'avait pas de position très claire et qui allait dans un sens et dans un autre, et qui ne savait pas très bien comment gérer la réforme, et d'une autre façon aussi une opposition forte au président, et notamment différents courants de la droite française avaient un intérêt à utiliser le mariage pour tous pour s'opposer au président Hollande. Donc voilà, ça c'est des raisons conjoncturelles qui, suivant les pays, peuvent changer et peuvent expliquer pourquoi ça fonctionne ou pas. Merci. Ce qui ne veut pas dire, c'est pas parce que ça ne fonctionne pas aujourd'hui que ça ne va peut-être pas arriver demain. Ce qu'on voit en Amérique latine, enfin, une discussion qu'on a avec des collègues en Amérique latine, qui me disaient non, on n'a pas encore vu tellement, et puis alors là, depuis un an, ça sort partout. Ça sort au Mexique, ça sort au Pérou, ça sort au Chili, ça sort au Brésil, ça sort en Colombie, donc c'est un truc qui se répand très très fort.
Des questions? Comme on est proche de la France, on compare souvent notre cas à celui des Français et beaucoup de personnes se demandent comment ça se fait qu'ici on a l'impression que c'est passé comme une lettre à la poste, alors qu'en fait en France il y a eu un tel mouvement qui faisait la une des journaux chaque jour et il y avait au moins un reportage par semaine sur TF1 et à tel point qu'on se demandait pourquoi ces gens se manifestaient pour ça alors que leur pouvoir d'achat était plus en danger. Oui. Et alors, comment vous, avec votre regard de sociologue, vous expliquez le fait qu'en Belgique, ça n'a dérangé personne et qu'on n'ait pas vu une manifestation? Ou je me trompe peut-être? Je pense qu'il ne faut surtout pas en conclure, et j'ai écrit tout un chapitre sur la France qui va dans ce sens-là, que c'est parce que les Français seraient plus homophobes et les Belges ne seraient pas homophobes. Je pense que ce serait un raccourci et ça n'expliquerait rien du tout. Surtout, ça n'explique pas, les gens peuvent être très homophobes et ne pas aller manifester, ça n'explique pas pourquoi est-ce que, vous savez tous, si vous avez fait des manifestations, la difficulté que vous avez à mobiliser des gens pour qu'ils aillent manifester. Donc il faut que ce soit suffisamment important pour que les gens se sentent interpellés et aillent perdre leur temps à une manifestation au lieu de faire autre chose pendant leur dimanche. Donc ça n'explique pas grand-chose. Et en plus, quand on regarde les chiffres, la France n'est pas... il peut y avoir des variétés dans la forme que peut prendre l'homophobie ou un discours homophobe en France, notamment les liens avec la psychanalyse, ce genre de choses-là. Mais si on regarde les statistiques, par exemple les enquêtes européennes, les Français ne sont pas plus homophobes que les Belges. Ils sont plus ou moins au même niveau. La Belgique est un peu au-dessus de la France, mais c'est la bonne moyenne européenne. Donc ce n'est pas une raison. Après, ce qu'on a essayé de faire, par exemple, dans le chapitre sur la Belgique, c'est de... On avait 3 raisons, et je pense qu'on peut en ajouter deux de plus, qui expliquent pourquoi ça n'a pas très bien marché. Alors d'une part, il y a tout le système de relations entre l'Église et l'État en Belgique, qui a un peu sorti l'Église catholique de la politique, et certainement de la politique sur les questions morales, notamment au prix de son financement. Donc il y a une politique d'équilibre très précise. Et dès, par exemple, qu'on remet en cause le droit à l'avortement, ou qu'il y a quelque chose sur l'avortement, on a tous les laïcs qui sortent et qui se mobilisent. Donc toute cette politique de polarisation crée un environnement très particulier et crée des rapports entre Église et État très particuliers. En France, avec la laïcité à la française, quel a été l'effet de la laïcité à la française? C'est en sortant tout à fait l'Église du champ du champ social, l'Église française s'est radicalisée. Et on a une Église française beaucoup plus conservatrice et beaucoup plus radicale en France, notamment étant donné les modalités de construction de la laïcité à la française. En Belgique, l'Église n'a pas eu besoin de ça, elle a continué à organiser ses hôpitaux, ses universités, etc. Donc c'est une organisation qui garde une présence sociale importante, voire politique, mais aussi avec un certain prix. Donc ça, c'est une des raisons. C'est tout ce qui concerne la pilarisation. Autre élément, c'est les débats internes de l'Église de Belgique. L'Église de Belgique depuis le cardinal Sunens, ne s'est pas vraiment mobilisé là-dessus. Le cardinal Sunens dirigeait l'opposition à l'encyclique Humanae Vitae, notamment du pape Paul VI. Donc il a, sur les positions de genre et de sexualité, été un des fers de lance de l'opposition au Vatican. Et le cardinal Danel a poursuivi cette piste-là. Et il y a eu l'épisode Léonard, qui était notamment un épisode de la part du Vatican pour essayer de faire rentrer l'Église de Belgique dans ce qui était la ligne du Vatican à l'époque, sous Benoît XVI. Mais globalement, ça a été un échec cuisant, à tel point qu'on ne lui a pas demandé de rester longtemps après, et ça n'a pas marché en tout cas. La volonté de refaire quelque chose de cet ordre-là, ça n'a pas marché comme ça a pu marcher dans d'autres pays. Et donc l'Église catholique belge n'est pas fortement mobilisée là-dessus. Ça ne veut pas dire qu'elle adore les homosexuels ou qu'elle va bénir des mariages homosexuels dans les églises, c'est pas ça la question, mais elle s'occupe d'autre chose. Ce qui est un peu aujourd'hui la ligne du pape François. Troisième question, c'est le timing, c'est-à-dire que quand tout ce discours était prêt, la Belgique avait déjà avancé sur un certain nombre de choses. Et donc ce discours et ces stratégies étaient sans doute prêts trop tard comparé à l'agenda législatif belge. D'ailleurs, ce qui est intéressant, les groupes qui se mobilisent autour de ça, ils se mobilisent aujourd'hui sur 2 enjeux. La GPA, les mères porteuses, parce que ça, il y a un débat politique et il n'y a pas eu de décision, et l'euthanasie. La Belgique étant le fer de lance de la culture de la mort dans ce genre de discours, ce qu'on appelle la culture de la mort, en favorisant l'euthanasie, y compris pour les mineurs, etc. Mais c'est les 2 enjeux, parce que c'est les 2 enjeux qu'il y a. Et je pense qu'il y a au moins 2 autres raisons. C'est la question du populisme que je disais. Donc cette intersection avec le populisme fonctionne mal en Belgique aujourd'hui,
Parce que les acteurs qu'on pourrait qualifier de populistes font autre chose, et ce n'est pas le même type de populisme, etc., etc. Et autre élément important pour aussi se poser la question, et particulièrement en Flandre, vous avez peut-être entendu parler du concept d'homonationalisme ou de nationalisme sexuel, c'est-à-dire l'idée de, ce qu'on voit par exemple beaucoup maintenant aux Pays-Bas, y compris Wilders utilise les droits des femmes ou les droits des LGBT pour attaquer les musulmans et pour défendre son discours d'extrême droite. Alors, ce n'est pas nécessairement pour défendre toujours un discours d'extrême droite, mais l'idée qu'aujourd'hui, on défend les droits des personnes LGBT, par exemple, comme faisant partie des valeurs de ce que serait la Belgique, etc. Quand on connaît l'histoire conservatrice de la Belgique jusqu'à très récemment, ça fait rire, mais ça, c'est une autre chose. Mais cette cooptation des droits LGBT ou d'une partie de ces droits LGBT dans, dans le discours étatique. Et ce qu'on se rend compte quand on fait la comparaison, c'est que les pays où on a cette cooptation, ce qu'on appelle le nationalisme sexuel, mais dans le sens de dire que les droits LGBT font partie de ce que c'est qu'être néerlandais, ou être, etc. Mais les pays où ce discours est fort, eh bien, ce discours sur la théorie du genre est faible. On le voit surtout en Europe du Nord. Donc cette association ne marche pas. Et ce discours de la théorie du genre ne fonctionne pas en Europe du Nord. Et par exemple, même si on prend le Front National français, où Marine Le Pen s'est mobilisée sur ce discours-là, en défendant les droits des femmes ou des minorités sexuelles, notamment contre les musulmans, mais Marine Le Pen s'est tenue à l'écart de ça. C'est sa nièce, c'est Marion Maréchal Le Pen qui a soigné l'électorat catholique, pendant que Marine Le Pen s'occupait d'un autre électorat. Et donc c'est intéressant aussi de voir, mais ça c'est vraiment une hypothèse, de savoir s'il n'y a pas un effet mutuellement exclusif entre ces deux types de discours, et que si la prédominance d'un discours empêche le développement d'un autre discours. Mais ça c'est un point d'interrogation. Merci. Quelqu'un souhaite-t-il encore intervenir? Dans ce cas, je remercie encore vivement David Paternotte pour son exposé. Je vous invite pour la dernière conférence qui, attention, ne sera pas le 10 avril, mais le 24 avril, parce que j'avais mal calculé les vacances de Pâques, tout simplement, et où on va recevoir Ludovic Zahed, qu'on avait reçu il y a déjà un an avec Catherine. Je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent peut-être. Il va venir du sud de la France. C'est un imam qui est marié et qui a créé près de Paris la première mosquée LGBT. Et il a fait son doctorat en sociologie et en anthropologie sur cette question religieuse liée à la religion musulmane. Et ici, il nous parlera plus généralement du discours religieux par rapport aux droits des LGBT. Donc, je vous invite vraiment à venir l'écouter et à inviter des gens autour de vous, parce que ce n'est pas... Enfin, c'est quand même assez rare et assez exceptionnel d'avoir l'occasion de l'inviter. Voilà. Merci encore et au mois prochain. Thank you.